Mon fils de 8 ans, Léo, se faisait harceler dans sa nouvelle école à cause des cicatrices de brûlure sur ses bras. Quand l'école n'a pas réussi à mettre fin au harcèlement, j'ai décidé d'affronter moi-même le père du harceleur. Je m'attendais à de la colère, du déni, peut-être même à une bagarre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cet inconnu regarde les cicatrices de mon fils et murmure « Je connais ces cicatrices ». Je n'avais aucune idée de qui était l'homme qui se tenait devant moi. Avant de commencer, j'aimerais savoir, avez-vous déjà découvert un lien inattendu avec quelqu'un qui a complètement changé votre perspective? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir des liens humains et des secondes chances. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où les cicatrices de mon fils ont révélé une vérité qui allait changer nos deux vies pour toujours. J'étais père célibataire depuis 5 ans maintenant, depuis l'incendie de l'appartement qui a emporté ma femme, Chloé, et laissé mon fils de 3 ans, Léo, avec des cicatrices de brûlure couvrant 30% de son corps. Les cicatrices physiques avaient guéri du mieux qu'elles pouvaient, mais les cicatrices émotionnelles, pour nous deux, étaient encore à vif. Léo avait maintenant 8 ans, un enfant brillant et sensible qui adorait les dinosaures et construire avec des Legos. Il était aussi incroyablement résilient, s'étant adapté à la vie avec ses cicatrices mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais cette résilience était mise à l'épreuve dans sa nouvelle école d'une manière qui me brisait le cœur. Nous avions déménagé dans un autre arrondissement de la ville parce que j'avais obtenu une promotion qui exigeait un trajet plus long, et le nouveau district scolaire était censé être meilleur. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point les enfants pouvaient être cruels envers quelqu'un qui avait l'air différent. Ça a commencé doucement. Des commentaires chuchotés, des regards insistants, des enfants qui évitaient de s'asseoir à côté de Léo au déjeuner. Mais la situation a rapidement dégénéré quand un garçon en particulier, Hugo Martin, a décidé de rendre la vie de mon fils misérable. « Papa », dit Léo un soir alors que je l'aidais avec ses devoirs. « Est-ce que je suis un monstre ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ?» Il dit que je ressemble à un monstre à cause de mes bras. Il dit, c'est pour ça que ma mère est morte, parce que les monstres ne peuvent pas avoir de famille normale. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Le genre de fureur protectrice que seul un parent peut comprendre. « Léo, regarde-moi », dis-je en m'agenouillant à son niveau. « Tu n'es pas un monstre. Tu es courageux, gentil et intelligent, et le meilleur fils qu'un père puisse souhaiter. Ces cicatrices sur tes bras, elles sont la preuve que tu es un survivant. Elles sont la preuve que tu es plus fort que tout ce que la vie peut te lancer. » Alors pourquoi Hugo dit ces choses? Parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'être différent ne signifie pas être moins. Et parfois, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils disent des choses méchantes. Mais mes paroles rassurantes n'étaient pas suffisantes pour arrêter ce qui se passait à l'école. Le harcèlement a empiré. Hugo a convaincu d'autres enfants d'éviter Léo, l'appelant « le gamin brûlé » et inventant des histoires sur la contagiosité de ses cicatrices. Léo a recommencé à faire des cauchemars, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Il me suppliait de ne pas l'obliger à aller à l'école. J'ai d'abord essayé de travailler avec l'école. J'ai rencontré l'enseignante de Léo, Madame Fournier, qui était sympathique mais semblait dépassée. Monsieur Dubois, j'ai parlé à Hugo plusieurs fois. J'ai aussi contacté ses parents, mais honnêtement, le harcèlement est une question si complexe et Hugo, eh bien, il fait face à certains défis à la maison. Quel genre de défi, ai-je demandé. Je ne peux pas partager de détails pour des raisons de confidentialité, mais disons simplement que sa situation familiale est compliquée. Son père a des problèmes personnels. J'ai ensuite rencontré la directrice, une femme bien intentionnée nommée Madame Lefebvre, qui parlait dans un jargon éducatif de justice réparatrice et de stratégie de résolution de conflits. Nous mettons en œuvre un programme anti-harcèlement complet, m'a-t-elle assuré. Hugo participera à des séances de médiation par les pairs et nous allons avoir une assemblée à l'échelle de l'école sur l'acceptation et l'inclusion. Mais les semaines passèrent et rien ne changea. Au contraire, Hugo semblait enhardi par le manque de conséquences réelles. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Léo est rentré à la maison avec son t-shirt de dinosaure préféré déchiré. Hugo l'a attrapé pendant la récréation, expliqua Léo, essayant de ne pas pleurer. Il a dit, les monstres ne méritent pas de belles choses. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, j'ai pris une décision. L'école ne protégeait pas mon fils, alors j'allais m'en occuper moi-même. J'allais rendre visite à la famille d'Hugo Martin.
J'ai trouvé leur adresse dans l'annuaire de l'école et je m'y suis rendu un samedi matin. La maison se trouvait dans un quartier modeste, une petite maison de plein pied avec une cour envahie par les mauvaises herbes et de la peinture écaillée. Il y avait une camionnette dans l'allée et une moto couverte d'une bâche dans le garage. J'ai frappé à la porte d'entrée, mon cœur battant d'un mélange de colère et de détermination. J'avais répété ce que j'allais dire. J'allais expliquer que leur fils tourmentait le mien, qu'ils devaient prendre leurs responsabilités et y mettre un terme. La porte s'est ouverte et je me suis retrouvé face à un homme qui semblait avoir la quarantaine. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui parlaient de quelqu'un qui en avait trop vu. Il y avait de légères cicatrices sur ses mains et ses avant-bras, et il se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été blessé et avait appris à compenser. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix méfiante mais pas hostile. « Êtes-vous le père d'Hugo Martin ?»« Je le suis. »« Jean Martin. »« Et vous êtes ?»« Julien Dubois. »« Mon fils Léo est dans la classe d'Hugo à l'école. » J'ai vu la reconnaissance traverser son visage, rapidement suivi par ce qui ressemblait à de la résignation. « Ah, dit-il en reculant légèrement. Je crois que je sais pourquoi vous êtes ici. S'il vous plaît, entrez. » L'intérieur de la maison était propre mais sobre, avec le genre de meubles qui semblaient avoir été choisis pour leur fonctionnalité plutôt que pour leur style. Il y avait quelques photos de famille sur la cheminée, et j'ai remarqué que sur les plus récentes, Hugo était toujours seul avec son père, sans mère en vue. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda Jean en désignant la cuisine. « Ce n'est pas une visite de courtoisie, dis-je, ma colère revenant. Votre fils harcèle le mien depuis des semaines. Il fait de la vie de Léo un enfer, et l'école ne semble rien faire à ce sujet. » Les épaules de Jean s'affaissèrent légèrement. « Je sais, dit-il doucement. J'ai essayé de travailler avec Hugo sur son comportement, mais il a été en colère ces derniers temps. Nous avons tous les deux traversé une période difficile. Une période difficile ne lui donne pas le droit de tourmenter d'autres enfants, dis-je, ma voix s'élevant. Savez-vous ce qu'il a dit à mon fils? Il le traite de monstre à cause de ses cicatrices. Il lui dit que c'est pour ça que sa mère est morte. Le visage de Jean est devenu pâle. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'avez entendu. Votre fils torture psychologiquement un garçon de 8 ans parce qu'il a l'air différent. Monsieur Dubois, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'Hugo disait des choses comme ça. Je savais qu'il y avait eu quelques incidents à l'école, mais l'enseignante a juste dit qu'il était méchant avec un autre élève. Elle ne m'a pas dit qu'il. Jean passa la main dans ses cheveux. C'est inacceptable. Je vais m'occuper d'Hugo immédiatement. Ça va au-delà du simple fait de s'occuper d'Hugo, dis-je. Mon fils a peur d'aller à l'école. Il recommence à faire des cauchemars. Il pense qu'il est un monstre à cause de ce que votre fils lui a dit. Des cicatrices, demanda soudainement Jean, sa voix étrange. Vous avez mentionné des cicatrices. Quel genre de cicatrices? La question m'a pris au dépourvu. Des cicatrices de brûlure sur ses bras et une partie de sa poitrine. Il a été dans un incendie quand il avait 3 ans. Jean est devenu très immobile, son visage perdant encore plus de couleur. Puis-je? Cela vous dérangerait-il si je les voyais? Les cicatrices. Pourquoi? Ai-je demandé, soudainement méfiant. Quelle importance a leur apparence? S'il vous plaît, dit Jean, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. J'ai besoin de les voir. Quelque chose dans son ton m'a fait reconsidérer. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo récente de Léo à la plage où ses cicatrices étaient clairement visibles sur ses bras et son épaule. Jean a fixé la photo pendant un long moment, et j'ai vu ses mains se mettre à trembler. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Je connais ces cicatrices. » « Qu'est-ce que vous voulez dire par « je les connais » Jean leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle était presque physique. « Monsieur Dubois, quel était le nom de votre femme ?»« Chloé. Chloé Dubois. »« Pourquoi ?»« Et l'incendie ?»« C'était il y a 5 ans, dans un immeuble d'appartements sur la rue Victor Hugo. » Mon sang se glaça. « Comment savez-vous ça ?» Jean s'assit lourdement sur sa chaise, le visage dans les mains. « Parce que j'y étais, dit-il, sa voix à peine audible. J'étais le pompier qui a sorti votre fils de cet immeuble. » Le monde sembla basculer. Je fixais cet homme, cet inconnu qui venait de prétendre faire partie du pire jour de ma vie, et j'essayais de comprendre ce qu'il me disait.
C'est impossible, dis-je. Le pompier qui a sauvé Léo, son nom était Martin. Jean-Marie Martin est mon nom complet, dit Jean doucement. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Vous êtes lui. Vous êtes le pompier qui a sauvé votre fils. Oui. Et qui n'a pas pu sauver votre femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais cet homme brisé assis en face de moi et soudain tout devint logique, ses yeux fatigués, ses mouvements prudents, les cicatrices sur ses mains, l'absence de la mère d'Hugo sur les photos de famille. Vous avez été blessé dans l'incendie, dis-je, me souvenant de ce que le chef des pompiers m'avait dit par la suite. Le pompier qui a sauvé Léo a été blessé quand une partie du plafond s'est effondrée. Jean hocha la tête, retroussant ses manches pour révéler des cicatrices plus étendues sur ses bras. Épaule gauche écrasée, 3 côtes cassées, brûlure au 2e degré sur les bras et le dos. Mais ce n'était pas le pire. Qu'est-ce qui était le pire? Le pire, c'est que je ne pouvais faire qu'un seul voyage dans ces escaliers avant que le bâtiment ne devienne trop instable. J'ai dû choisir. Je pouvais sauver votre fils ou essayer d'atteindre votre femme. Je ne pouvais pas faire les deux. Je sentis les larmes commencer à couler, mais ce n'étaient plus des larmes de colère. C'étaient des larmes de compréhension, de reconnaissance, de deuil partagé. Vous avez sauvé mon fils, dis-je doucement. Mais je n'ai pas pu sauver votre femme. J'ai porté ça avec moi chaque jour pendant 5 ans. La conscience d'avoir fait un choix et qu'à cause de ce choix, une femme est morte et un petit garçon a perdu sa mère. Jean, dis-je, ma voix maintenant stable. Vous n'avez pas fait un choix. Vous avez fait le seul choix que vous pouviez faire. Vous avez sauvé un enfant de 3 ans. Mais votre femme. Ma femme était déjà inconsciente à cause de l'inhalation de fumée quand vous êtes arrivé. Le chef des pompiers me l'a dit après coup, elle n'aurait pas survécu même si vous l'aviez atteinte en premier. Mais Léo était encore conscient, il se battait encore. Vous avez sauvé la seule personne qui pouvait être sauvée. Jean me regarda avec surprise. Vous ne me blâmez pas? Vous blâmez? Jean, j'ai passé 5 ans à être reconnaissant envers un pompier nommé Jean-Marie Martin qui a risqué sa vie pour sauver mon fils. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de le remercier en personne. Nous sommes restés assis en silence un moment, tous les deux en train de digérer la coïncidence impossible qui nous avait réunis. C'est pour ça que vous avez quitté les pompiers? Ai-je demandé. Jean hocha la tête. Les blessures physiques ont guéri pour la plupart, mais les blessures émotionnelles. J'ai commencé à boire, à avoir des crises de panique chaque fois que l'alarme se déclenchait. Je ne pouvais plus faire le travail, je ne pouvais plus me faire confiance pour prendre ce genre de décision. Et la mère d'Hugo? Elle est partie il y a 2 ans. Elle a dit qu'elle ne supportait pas d'être mariée à un homme brisé. La voix de Jean était amère. Hugo me reproche son départ. Il est en colère depuis. Il se défoule à l'école, se bat. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai à peine la tête hors de l'eau moi-même. Alors, il a déversé sa colère sur d'autres enfants, apparemment. Et j'ai honte de dire que je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Jean me regarda avec un remords sincère. Monsieur Dubois, je suis tellement désolé. Pas seulement pour le comportement d'Hugo, mais pour tout. Pour ne pas avoir pu sauver votre femme, pour la douleur que vous et votre fils avez endurée. Je me suis levé et je me suis approché de l'endroit où Jean était assis. Jean, regarde-moi. Il leva les yeux pour rencontrer les miens. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es un héros. Tu as sauvé la vie de mon fils et tu as failli mourir en le faisant. Le fait qu'Hugo ait harcelé Léo ne change rien à cela. Mais Hugo ne sait pas, dit Jean doucement. Il ne sait rien de l'incendie, de votre fils. Il voit juste un enfant avec des cicatrices et il a été cruel. Alors peut-être qu'il est temps qu'il apprenne la vérité. Jean resta silencieux un long moment. Vous avez raison, dit-il finalement. Hugo doit comprendre à quoi ressemble le vrai courage et quelles sont les vraies conséquences. Où est-il maintenant? Dans sa chambre. Il est puni depuis une semaine à cause d'une bagarre à l'école. Jean se leva. Seriez-vous prêt à rester pendant que je lui parle? Je pense qu'il a besoin d'entendre cette histoire. Et je pense qu'il a besoin de rencontrer le garçon dont j'ai sauvé la vie. Léo n'est pas avec moi aujourd'hui. Il est chez sa grand-mère. Ce n'est pas grave. Hugo doit d'abord entendre ça. Ensuite, peut-être.
Peut-être que nous pourrons arranger une rencontre correcte entre les garçons. Jean rappela Hugo en bas, et j'ai vu un garçon d'environ 8 ans à l'air maussade entrer dans le salon. Il avait les cheveux noirs de son père et les mêmes yeux fatigués, mais il y avait une colère dans son expression qui parlait d'une douleur qu'il était trop jeune pour comprendre. « Hugo, dit Jean. » Sa voix était ferme mais douce. « Voici Monsieur Dubois. C'est le père de Léo. » L'expression d'Hugo devint immédiatement défensive. « Je n'ai rien fait. Fils, assieds-toi. Nous devons avoir une conversation. » Pendant l'heure qui suivit, Jean raconta à Hugo l'histoire de l'incendie. Il expliqua son travail de pompier, le jour où il a dû choisir entre sauver une femme ou un enfant, comment il avait porté un garçon de 3 ans hors d'un bâtiment en feu et avait failli y laisser la vie. Hugo écoutait avec un étonnement et une horreur croissant. « Le petit garçon que j'ai sauvé, dit Jean, c'était Léo. Le garçon que tu as traité de monstre. » Le visage d'Hugo devint blanc. « Léo. Mais ces cicatrices sont la preuve qu'il a survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer. Elles sont la preuve qu'il est plus courageux et plus fort que la plupart des adultes que je connais. Mais je l'ai appelé. » La voix d'Hugo s'éteignit alors que tout le poids de ce qu'il avait fait commençait à s'installer. « Tu l'as traité de monstre, dit Jean doucement. Tu as tourmenté un enfant qui avait déjà perdu sa mère et failli perdre sa propre vie. » Hugo se mit alors à pleurer, non pas les larmes de colère d'un enfant frustré, mais les sanglots profonds et pleins de remords de quelqu'un qui comprenait vraiment l'ampleur de ses actes. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, je sais que tu ne savais pas, dit Jean en serrant son fils dans ses bras. Mais ce n'est pas une excuse. On ne peut pas être cruel envers les gens juste parce qu'on ne comprend pas leur histoire. Est-ce que je peux lui dire que je suis désolé? J'ai pris la parole pour la première fois depuis que Jean avait commencé son histoire. Hugo, je pense que Léo aimerait beaucoup ça, mais plus qu'une excuse, je pense qu'il aimerait un ami. Un ami, quelqu'un qui le voit pour ce qu'il est vraiment, un garçon courageux, gentil et intelligent qui se trouve avoir des cicatrices. Hugo hocha la tête avec empressement. Je veux être son ami. Je veux me rattraper pour ce que j'ai fait. Le lundi suivant, j'ai accompagné Léo à l'école moi-même. Il était nerveux, me serrant la main fermement alors que nous approchions du bâtiment. Papa, et si Hugo est encore méchant avec moi? Je ne pense pas qu'il le sera, mon grand, mais s'il l'est, tu viens me trouver immédiatement. D'accord? Nous avions à peine franchi la porte d'entrée quand Hugo est apparu, son père juste derrière lui. Jean et moi avions arrangé cette rencontre, mais Léo ne savait pas à quoi s'attendre. Hugo s'est approché de Léo, son visage sérieux mais gentil. Léo, je suis Hugo. Je suis désolé. Léo me regarda d'un air incertain, puis se retourna vers Hugo. J'ai été vraiment méchant avec toi, continua Hugo. Je t'ai insulté et je t'ai fait te sentir mal à propos de tes cicatrices. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu es un héros. Un héros, demanda Léo, confus. Hugo se tourna vers son père, qui hocha la tête pour l'encourager. Mon père m'a parlé de l'incendie, de la façon dont il t'a sauvé quand tu étais petit. Il a dit, tes cicatrices ne sont pas laides. Elles sont la preuve que tu es la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Les yeux de Léo s'écarquillèrent et il leva les yeux vers Jean, la reconnaissance se lisant sur son visage. Vous êtes le pompier, celui qui m'a sorti. Jean s'agenouilla au niveau de Léo, ses yeux brillants de larmes non versées. C'est moi, et j'ai pensé à toi chaque jour pendant 5 ans, me demandant si tu allais bien, si tu étais heureux, si tu te souvenais de quelque chose de ce jour-là. Je me souviens de quelqu'un qui me tenait, dit Léo doucement. Quelqu'un qui me disait que tout irait bien. C'était vous? C'était moi, dit Jean, la voix étranglée par l'émotion. Et tu allais bien. Tu étais bien plus que bien. Tu es devenu un petit garçon incroyable et courageux. Hugo s'avança à nouveau. Léo, j'ai été vraiment méchant avec toi parce que j'étais en colère pour d'autres choses et je me suis défoulé sur toi. C'était mal. Vraiment, vraiment mal. Peux-tu peut-être me pardonner? Léo regarda Hugo pendant un long moment, puis son père, puis moi. Mon père dit toujours que le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas seulement aux autres. C'est vrai, mon grand. D'accord, dit Léo à Hugo. Je te pardonne,
mais tu dois promettre de ne plus être méchant avec d'autres enfants qui ont l'air différents. Je le promets, dit Hugo solennellement. Et on peut être amis? Je pourrais te montrer ma collection de Lego. Ton père a dit que tu aimes construire des choses. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu le visage de Léo s'illuminer d'une véritable excitation. Tu as des Lego? De quelle sorte? De toutes sortes. J'ai le grand faucon Millennium et quelques ensembles de dinosaures. Et tandis que les garçons commençaient à discuter de leurs intérêts communs, Jean et moi nous sommes écartés. Merci, dit-il doucement, de l'avoir amené ici aujourd'hui, de laisser Hugo s'excuser, de m'avoir pardonné. Jean, il n'y a rien à pardonner, mais j'ai quelque chose à te demander. N'importe quoi. Léo a eu des jours difficiles ces derniers temps. Pas seulement à cause du harcèlement, mais parce qu'il pose plus de questions sur l'incendie, sur sa mère, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense que ça pourrait l'aider d'entendre l'histoire de ta bouche, de comprendre que quelqu'un s'est battu pour lui, que quelqu'un a tout risqué pour le sauver. Jean hocha la tête. Ce serait un honneur de lui raconter. Quand tu penseras qu'il est prêt. Que dirais-tu de ce week-end? Toi et Hugo pourriez venir dîner. Léo pourrait montrer à Hugo sa collection de dinosaures, et peut-être qu'après tu pourrais lui raconter ce jour-là, les parties qui conviennent à un enfant de 8 ans. J'aimerais beaucoup ça. Ce samedi soir-là, Jean et Hugo sont venus dîner chez nous. C'était la première fois depuis des mois que j'entendais Léo rire si librement. Lui et Hugo s'étaient liés d'amitié grâce à leur amour commun pour les dinosaures et les Lego, et Hugo s'était révélé être un ami gentil et attentionné une fois sa colère redirigée vers la compréhension. Après le dîner, pendant que les garçons jouaient dans le salon, Jean raconta à Léo l'histoire de l'incendie. Il la garda adaptée à son âge, se concentrant sur la bravoure des pompiers, l'importance des détecteurs de fumée et à quel point il était fier de la force dont Léo avait fait preuve. « Avez-vous eu peur ?» demanda Léo. « J'ai eu peur. Mais avoir peur ne signifie pas que tu n'es pas courageux. Être courageux, c'est faire ce qui est juste même quand on a peur. C'est pour ça que vous m'avez sauvé ? Même si vous aviez peur ? Je t'ai sauvé parce que c'est ce que font les pompiers. Nous protégeons les gens. Et toi, Léo, tu valais la peine d'être protégé. » Léo resta silencieux un moment. Puis il retroussa ses manches et montra ses cicatrices à Jean. « Est-ce qu'elles sont différentes de quand j'étais petit ?» Jean examina les cicatrices attentivement, son expression pensive. « Elles semblent t'avoir magnifiquement guéri. Tes médecins ont fait un travail incroyable. Mais tu sais ce que je vois quand je les regarde ? Quoi ? Je vois la preuve que tu es un combattant. Je vois la preuve que tu as survécu à quelque chose qui aurait vaincu beaucoup de gens. Je vois les marques d'un guerrier. Un guerrier. C'est exact. Ces cicatrices sont tes blessures de guerre, et elles racontent l'histoire d'une bataille que tu as gagnée. À partir de ce jour, tout a changé. Hugo est devenu le meilleur ami et le plus fervent protecteur de Léo à l'école. Quand d'autres enfants fixaient les cicatrices de Léo ou posaient des questions impolies, Hugo intervenait et expliquait que Léo était un survivant d'un incendie, un véritable héros. Jean et moi avons développé une amitié improbable, bâtie sur une expérience partagée et un respect mutuel. Il a commencé à assister à des réunions des alcooliques anonymes et à travailler avec un thérapeute pour gérer son ESPT, état de stress post-traumatique. Je l'ai aidé à naviguer dans le processus pour se remettre sur pied. Et il m'a aidé à comprendre qu'il était acceptable de laisser d'autres personnes entrer dans nos vies, que Léo et moi n'avions pas à affronter le monde seul. 6 mois plus tard, Jean était sobre depuis 4 mois et travaillait comme instructeur en sécurité incendie, enseignant aux enfants la prévention et la sécurité incendie. Hugo s'était transformé d'un enfant en colère et turbulent en un garçon confiant et empathique qui défendait les autres enfants victimes de harcèlement. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Jean un soir alors que nous regardions les garçons jouer dans mon jardin. J'ai passé 5 ans à penser que j'avais échoué ce jour-là, que je n'en avais pas fait assez, que je n'avais pas sauvé assez de monde. Et maintenant, je réalise que sauver Léo ne se limitait pas à ce seul jour. Il s'agissait de lui donner la chance de devenir qui il est maintenant. Il s'agissait de te donner la chance d'élever un enfant incroyable. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement qui continue de se propager. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde Hugo. Il y a quelques mois, il était en colère, blessé et s'en prenait aux autres enfants. Maintenant, il a appris le courage, la compassion et l'importance de défendre les personnes qui ont besoin d'aide. C'est grâce à Léo.
C'est grâce à l'exemple que ton fils a donné. Je regardais Léo aider patiemment Hugo à construire une structure Lego compliquée, les deux garçons travaillant ensemble avec la camaraderie facile de vrais amis. Tu as raison, dis-je. Les cicatrices de Léo étaient autrefois une source de honte pour lui. Maintenant, elles sont une source de force. Et Hugo a appris que la vraie force ne consiste pas à rabaisser les autres. Elle consiste à les élever. 1 an plus tard, Jean travaillait de nouveau à plein temps comme coordinateur de la sécurité incendie pour le district scolaire. Hugo et Léo étaient les meilleurs amis inséparables, et j'avais appris que parfois les liens les plus inattendus peuvent devenir les relations les plus significatives de nos vies. Les cicatrices qui avaient autrefois fait de mon fils une cible de harcèlement étaient devenues le pont qui reliait notre famille à des personnes qui comprenaient notre parcours comme personne d'autre ne le pouvait. Jean avait sauvé la vie de Léo dans cet incendie il y a 5 ans. Mais à bien des égards, Léo avait aussi sauvé la vie de Jean, en lui donnant une chance de voir que ses actions ce jour-là avaient compté, que le choix qu'il avait fait avait été le bon, qu'il était toujours le héros qu'il avait toujours été. Parfois, je pense à combien nos vies auraient été différentes si je n'avais pas décidé d'affronter le père d'Hugo ce jour-là. Si j'avais simplement accepté la réponse inadéquate de l'école au harcèlement. Si j'avais transféré Léo dans une autre école. Si j'avais laissé la colère et la frustration guider mes décisions au lieu de l'amour et de la détermination. Mais je suis reconnaissant chaque jour d'avoir fait le choix de me battre pour mon fils. Car en me battant pour lui, j'ai trouvé quelque chose qui nous manquait sans même que je le sache. Une famille qui comprenait notre histoire. Des amis qui voyaient les cicatrices de Léo comme des marques de courage plutôt que de différence. Et une communauté bâtie sur les fondations d'une expérience partagée et d'un soutien mutuel. Les cicatrices de Léo feront toujours partie de son histoire. Mais maintenant, au lieu d'être une source de honte ou de douleur, elles sont un rappel de sa force, de sa survie et des liens incroyables qui peuvent naître des endroits les plus inattendus. Elles sont la preuve que parfois nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands dons. Et les personnes qui comprennent le mieux notre douleur sont souvent celles qui nous ont aidés à y survivre en premier lieu. Une histoire absolument puissante sur la façon dont notre plus grande douleur peut devenir le pont vers notre plus grande guérison et comment les cicatrices que nous portons peuvent nous connecter à des personnes qui comprennent notre parcours comme personne d'autre ne le peut. Que pensez-vous de la transformation de Jean, d'un homme brisé par la culpabilité à quelqu'un qui a retrouvé un but? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette histoire incroyable sur le pardon, les liens inattendus et le pouvoir de guérison de la vérité, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui prouvent que nous sommes tous plus connectés que nous ne le pensons. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.